La paroi translucide du sas vibra sous la poussée des conduits cryogéniques, et je retins ma respiration comme à chaque fois. Le centre de détection neutrino respirait, et moi avec lui. Ces millions de capteurs plongeaient dans l'océan du vide à la recherche de signaux que l'œil humain n'aurait jamais su distinguer. J'étais là depuis 3 cycles seulement, mais déjà chaque frémissement de ces structures me semblait porteur d'un sens secret. Un pouls. Celui d'un organisme dont l'unique tâche était de surveiller la galaxie. Lorsque je rejoignis la salle d'analyse, les silhouettes holographiques flottaient au-dessus des consoles. Une pluie de courants raffinés s'y agrégait et donnait en surimpression, photons recomposés en cascades de chiffres mouvants. Le docteur Selnar se tenait recourbé sur sa station. Sa main droite faisait danser une spirale de vecteurs tandis que son visage restait fermé, absorbé. Il me salua à peine mais sa voix basse trahissait une tension nerveuse. Les flux de ce matin ont encore dérapé. La répétition est trop nette. Ce n'est pas une dérive naturelle. Je m'approchai de la projection centrale et vis la trace, un filet de lueur pâle, ruisselant dans la matrice comme un défaut dans la texture d'un métal parfait. Le corridor de convoi était perturbé. La ligne qui reliait les systèmes d'extraction, source vitale de l'oricalque, clignotait de manière irrégulière. Je repliai les bras derrière mon dos. Une habitude héritée de mon service militaire. Les illusions visuelles pouvaient souvent dissimuler des aléas cosmologiques, mais la syntaxe des anomalies suivait une périodicité trop exacte. 3 secondes de décalage. Une signature artificielle. Combien de fois déjà, demandai-je. Le docteur Selnar effleura la projection, les symboles se recomposèrent. Exactement 9 fois en 2 jours. Cela converge vers un axe précis, comme si on voulait attirer l'attention à distance. Je me redressai au moment où la cloison s'ouvrit dans un froissement d'air. Lieutenant Vera entra, sa carrure compacte tranchant avec le fracas lumineux des projecteurs. Elle portait la sévérité militaire comme une armure indissoluble et fixait successivement chacun de nous, puis l'anomalie. Encore vos distorsions ? Sa voix ne cachait pas l'agacement. La section de sécurité juge ces variations minimes. Je la dépassai sans répondre et m'approchai encore du champ. J'y plongeai presque mon visage, captant les tensions du code. À ma manière, je sentais l'imperceptible oscillation du flux. Pas une interférence d'étoiles, non, une volonté masquée. Vera, dis-je calmement, nous n'avons pas affaire à une fluctuation statistique. C'est une main invisible, qui répète ses gestes dans nos corridors. Si nous ne l'arrêtons pas, un convoi entier pourrait disparaître. Elle fronça les sourcils, mais son incrédulité se fissura sous la gravité de ma voix. Je crus lire une ombre de respect, ou d'inquiétude. Le docteur Selnar reprit, son ton fébrile contrastant avec l'assurance qu'il feignait. Ce rythme, il ressemble aux séquences de tests que nous générons quand nous préparons une ouverture de flèche warp. Comme si quelqu'un imitait nos protocoles. Un silence tomba. Le seul bruit fut celui des senseurs, ce ronronnement de basse continue, presque animal. La flèche warp. Mot brûlant, au cœur de toutes les spéculations. Une technologie capable d'abattre des distances stellaires en un instant. La promesse de routes nouvelles, mais aussi de failles béantes, de stratégies effroyables. Je sentis mon fort intérieur se glacer. Si un acteur clandestin copiait ses codes d'activation. Cela pourrait venir du collectif Ombre, lâchai-je à mi-voix. Vera m'observa en biais, sans confirmer ni nier. Le docteur Selnar, lui, s'anima soudain. Ce n'est pas un simple piratage. L'oricalque lui-même, le cœur énergétique des convois, réagit à ces interférences. Regardez. Il agrandit la projection, révélant une courbe différente, la densité du minerai embarqué présentait une micro-oscillation parfaitement calée sur la fausse signature. Secret, le silence pesa sur la salle de contrôle, plus lourd qu'une détonation. Je restai immobile face au relevé holographique qui venait de se vider comme une plage effacée par la marée. Le convoi, 3 vaisseaux lourds chargés d'oricalque brut, s'était évanoui en un souffle sec. Pas d'explosion, pas de traces thermiques, rien. Seulement un vide parfait dans la trame des trajectoires, comme si la réalité elle-même avait refermé ses mâchoires sur eux. Le docteur Selnar se redressa lentement, ses doigts crispés sur le pupitre translucide. Ses yeux semblaient brûler d'une lueur sèche, une sorte de fascination d'astrophysicien devant un chaos qui le dépassait mais qu'il soupçonnait de porter un sens caché. Le lieutenant Vera, elle, n'attendit pas, elle activa la chaîne de sécurité autour de la salle,
verrouillant instantanément toutes les liaisons à distance afin d'empêcher la moindre infiltration logicielle. Pourtant je savais que ce geste tenait plus de la discipline que de l'efficacité. Aucun protocole humain ne pouvait arrêter quelque chose qui avait modifié la trame même de nos capteurs. Je rapprochai mon siège du dôme de projection. La disparition du convoi formait un trou dans le quadrillage spatio-temporel, un vide qui n'avait pas seulement avalé les vaisseaux, il résonnait, comme une cloche frappée dans l'obscurité. Dans l'écho neutrino, à peine perceptible, je distinguais un éclat anormal, une modulation infime qui paraissait danser juste en marge des fréquences connues. Ce n'était pas un bruit aléatoire. C'était un message. Regardez, murmurai-je, en agrandissant le segment. Une séquence se détailla, impulsion brisée, comme des fragments de mots enterrés dans une poussière cosmique. Selnar se pencha aussitôt, avalé par son enthousiasme nerveux. Ce n'est pas naturel, souffla-t-il. On a déjà vu des échos rémanant autour de passages warp, mais jamais en phase avec le bruit neutrino. Et cela répète une structure. Il prit une respiration, ses pupilles se dilatant comme celles d'un plongeur apercevant le fond inconnu. Une écriture. Je sentis mes muscles se tendre. Le souvenir des fronts de guerre, lorsque les premiers convois avaient été pris dans des anomalies tactiques, remonta en moi comme une bouffée d'ozone amère. On avait pensé à des armes. Maintenant je voyais autre chose, une intention qui se glissait à travers la matière elle-même. Vera croisa les bras, posture de vigilance. Ou un leurre, dit-elle. Le collectif Ombre a déjà falsifié des signaux pour détourner des patrouilles. Pourquoi pas ici? Je secouai la tête, incapable d'accepter aussi vite cette hypothèse. Non, ces séquences avaient une densité trop élevée, une cohérence qu'aucune fabrique humaine ne pouvait imiter sur un spectre neutrino. Le temps nécessaire au processeur pour générer une telle trame aurait trahi l'effort. Là, tout semblait instantané. Le centre pulsait autour de nous. Les générateurs de courant se mirent à ronfler d'une tonalité basse, en réponse aux flux entrants. Je ressentis presque physiquement le centre comme un organisme nerveux, l'onde passant de ses senseurs à ses processeurs comme le long d'un système auditif vivant. L'accident du convoi avait provoqué une résonance à travers toute l'installation. Je posai ma paume sur la console, la vibration me parcourut, faible mais insistante, comme si la station voulait me communiquer quelque chose. Selnar découvrit soudain une corrélation, les impulsions cachées dans le bruit étaient en phase exacte avec les oscillations de l'oricalque observées en laboratoire. Cela confirme ce que je pressentais, expliqua-t-il, sa voix tremblait de fièvre. L'oricalque ne se contente pas d'être un minerai de transport énergétique. Il agit comme un récepteur, un relais d'information à l'échelle universelle. Et ces échos sont peut-être une tentative pour nous parler. Un silence accroché se répandit. Vera plissa des yeux d'acier. Ou pour nous manipuler. Moi, je ne parlais pas. J'écoutais. À travers l'épaisseur de la station, dans le bourdonnement des capteurs saturés, j'avais l'impression ténue que des mots tentaient de percer, mais à une échelle que notre esprit refusait. Comme une voix perçant la roche d'un glacier, trop lente pour notre perception. Peut-on isoler la signature? Demandai-je enfin. Selnar hocha la tête, ses mains courant sur les oscillateurs. Il concentra le flux, détachant une part infime du signal. Il apparut dans l'espace holographique comme une onde violette, pulsant à un rythme régulier. Vera la regardait avec méfiance, comme on scrute un serpent lové. Cela n'a rien du hasard, soufflai-je. Cette cadence est volontaire. Selnar porta ses lunettes optiques à ses yeux et ajusta la projection. On dirait, une répétition binaire, un battement artificiel, presque un code. Je sentis ma gorge se resserrer. Il n'était plus question d'un simple bruit perdu dans le fond cosmique, quelqu'un avait façonné ce motif, et pour le glisser là, il fallait avoir accès au relais de transmission des convois. Une froide intuition me mordit, ce n'était pas venu de l'extérieur. Au centre de détection neutrino, chaque flux transitait par les balises sous-scellées, réputées inviolables. Si ce signal avait pris racine, c'est qu'une main humaine, dissimulée parmi nous, s'était déjà glissée entre les protocoles. Je tournai mon regard vers la roque, dont le profil restait impassible sous la pâle lueur de la projection. Était-ce de la méfiance ou de la peur que j'y percevais? Les débris encore chauds de la dernière mission hantaient nos esprits et si leur perte n'avait pas été, voici le texte intégral corrigé, toutes les occurrences de Selnar ont été remplacées par Dr Selnar, mon nom résonna dans mes tympans sans traverser l'air. Ce n'était pas une voix, mais une résonance intime,
glisser directement dans mes nerfs. La densité du silence après ce chuchotement imaginaire me pesa comme une marée comprimée contre la paroi d'un sas stellaire. Dr Selnar me fixait déjà, le souffle court, comme s'il avait entendu lui aussi mais refusait de l'admettre. Le lieutenant Vera lâcha un juron discret, se raidissant, cherchant dans la salle un émetteur, alors que tous les consoles demeuraient muettes. Mon nom, répété à travers l'oricalque des convois, avait pris soudain l'allure d'une convocation. Je n'osais pas le dire à voix haute. Pourtant, au cœur du centre de détection neutrino, les senseurs continuaient de tisser leur arabesque de données, révélant une fréquence nouvelle, parfaitement calée sur la pulsation de ces couloirs de matière qu'on croyait domestiqués. Les écrans translucides vibraient par saccades, comme si eux aussi cherchaient à articuler ma présence. Dr Selnar passa les doigts nerveusement sur le tracé holographique, et je vis son visage s'illuminer d'une frayeur quasi enfantine. Le signal ne venait ni d'un point unique, ni d'une source identifiable, il s'étendait de manière incohérente, mais codé, précis, m'adressant un motif. À moi, personnellement. Je sortis de ma torpeur quand le lieutenant Vera me prit par le bras. Ses yeux bruns, aussi stables habituellement que l'orbite d'un pulsar, tremblaient d'un doute rare. C'est une manœuvre de diversion, capitaine, assura-t-elle, comme si se convaincre elle-même suffirait à effacer ce qui venait de se produire. Mais je sentais dans sa poigne l'envie de fuir cette salle saturée d'ombres numériques. Je refusais de détourner le regard des tracés. Une pensée me siffla dans le dos, et si, en nombrant mon nom par les vibrations de l'oricalque, l'univers tout entier m'avait choisi pour témoigner de ce qu'il contenait? L'idée me parut absurde, et pourtant l'écho interne m'inclinait à la considérer sérieuse. Puis, brusquement, une alerte écarlate s'empara de la salle. Les projecteurs d'urgence diffusèrent un rouge poisseux sur les murs. Les moniteurs de phase indiquaient une perturbation inédite, située non pas à des années-lumière, mais à quelques orbites seulement. Une expérimentation était en cours. La flèche Warp, cette rumeur technologique que j'avais cru confinée au plan secret, respirait tout près du centre. Je me sentis trahi instantanément. Nous vivions suspendus dans un sanctuaire, persuadés d'observer les remous galactiques à distance, loin des flammes du risque. Mais le danger n'était pas éloigné, il était ici, lové dans le ventre de notre propre sphère orbitale. Tu n'étais pas censé le savoir, murmura Dr Selnar, comme si ces mots avaient franchi une clôture invisible. Ses yeux clairs ne cherchaient pas même à masquer la culpabilité. Tu as été écarté volontairement. Trop sensible aux trajectoires clandestines. Le lieutenant Vera se tourna brusquement vers lui, incrédule. Vous mentez? Le ministère aurait autorisé une activation sans prévenir la sécurité chargée d'encadrer ces systèmes? Dr Selnar haussa les épaules et, pour la première fois, ne tenta pas de se réfugier dans ses justifications scientifiques. Tu crois que nous contrôlons encore quoi que ce soit? La flèche Warp est un passe-droit pour traverser la trame de l'espace, mais aussi une brèche qui attire tous les prédateurs. En ce moment même, un couloir déchiré clignote à proximité. Et les signaux qui nomment la roque proviennent de ces franges instables. Mon souffle se fit court. Je me rappelais des visions anciennes, celles d'une guerre close pour rien, où la lumière des armes gravitationnelles effaçait des croiseurs entiers avant qu'on réalise leur disparition. Debout dans ce poste de contrôle, je crus ressentir de nouveau la brûlure de l'onde, cette morsure lorsqu'une structure se tord hors de son état naturel. Je m'avais voici le texte corrigé intégralement avec toutes les occurrences de Selnar remplacées par Dr Selnar, les balayages vibraient dans les trames du centre, comme si quelqu'un frappait aux parois de mon crâne. Je n'avais pas encore achevé la séquence de désactivation que le signal inconnu envahit les écrans dans un éclat blanc. Une avalanche de chiffres cryptés, impossibles à décoder, me confirma que les postes de commande s'étaient rendus à une autorité sans visage. Vera me lança un regard implorant, mais ses mains restèrent figées, privées d'accès à toute procédure. J'acceptai alors ce que je pressentais déjà, plus aucune hiérarchie ne nous guiderait désormais. La première onde frappa nos capteurs comme une morsure. Les oscilloscopes accrochés au réseau neutrino se mirent à danser dans un chaos pulvérisé, des spirales rompues, des champs vectoriels qui se pliaient puis s'évanouissaient en rupture fractale. La roque, pensais-je à travers l'ombre de ma propre conscience car je ne pouvais plus me dissocier de la mission, avait toujours su reconnaître la patte particulière des armes rares. Mais cette fois, ce n'était pas un arsenal conventionnel, une spirale gravitationnelle qui ne se contentait pas d'entraîner, elle inversait le sens même de nos référentiels, elle effaçait la notion de trajectoire. Je pressais mes paumes contre la surface froide du terminal. Les relevés s'étaient changés en courbes cendrées,
comme si le vide avait brusquement décidé d'écrire avec ses propres caractères sur nos écrans. Le docteur Selnar haletait près de moi, ses yeux injectés de veines rouges. Il savait avant moi de quoi il retournait. Le tourbillon tactique. L'arme qui jusqu'ici n'existait que dans les hypothèses des états-majors et les cauchemars industriels. Vera plaqua son épaule contre la vitre d'observation. Derrière l'armature circulaire de la station, le convoi d'oricalques se pliait dans des angles qui n'avaient pas lieu d'être. Un conteneur géant se disloqua lentement, comme une sphère de verre que l'on aurait plongé dans la houle, ses morceaux dérivant en arches lumineuses. Et pourtant aucun bruit, seulement ces variations muettes que nos capteurs diffusaient dans ma poitrine. Je sentis alors l'autre présence. Pas dans la salle, mais incrustée dans les matrices de nos relevés. Une silhouette numérique. Au début ce fut une tache. Ensuite, nettement, le profil d'un visage se dessina dans le flot des équations, un amas de points reliés à la manière d'un réseau neuronal incongru. Deux yeux simulés clignèrent dans le flux. Puis le fantôme se déforma, éclatant en fragments qui encerclèrent nos oscillateurs. Même le docteur Selnar, pourtant habitué à ces hallucinations de labo, recula d'un pas maladroit. Le cri de Vera me ramena à l'extérieur. Le transporteur amiral venait d'être happé au centre du vortex, incliné à 45 degrés par rapport à tout axe concevable. La coque vibra d'échos transdimensionnels. Les portes de sécurité gravitationnelle refusèrent de se sceller, les champs n'avaient plus d'ancrage. Je compris qu'aucun protocole ne pourrait sauver ces cargos. Ils disparaissaient, étirés dans un couloir intemporel qu'aucun calcul d'urgence n'avait prévu. Larocque, souffla le docteur Selnar. Vous voyez ce que cela signifie? Sa voix tremblait, mais il guettait en même temps ma réaction comme s'il avait besoin d'une confirmation extérieure pour justifier sa terreur. Je me détournai de lui, les antennes internes saturées par l'électricité de la spirale. Le signal parasite formait maintenant des mandalas changeants, des schémas trop précis pour être dus au hasard. Quelqu'un, ou quelque chose, utilisait le vide pour nous parler. Je tapais en rafale sur le clavier manuel, évitant les circuits principaux déjà compromis. Mes doigts ressentaient l'inertie d'une machine en lutte, chaque touche refusant un instant de céder avant d'enregistrer ma commande. Une ligne brute apparut, interférence factionnelle détectée. C'était la mention que nos prédécesseurs avaient placée pour désigner une agression non cataloguée, l'équivalent galactique d'un suspect sans nom. Je n'avais pas besoin de réflexion supplémentaire, le collectif ombre agitait et l'anomalie vibrait comme un frisson en moi, chaque oscillation du champ rappelant une rumeur lointaine qui cherchait à se faire entendre. Les capteurs traçaient des motifs impossibles, courbes qui se repliaient sur elles-mêmes, signaux surgissant du vide avant de s'éteindre dans le cœur même du centre de détection neutrino. Ce n'était pas une intrusion extérieure, c'était un battement interne, comme si la structure respirait une vie étrangère. Vera serra ses mâchoires en fixant les écrans, je lus la même angoisse que dans mes entrailles. Selnar, lui, avait baissé la tête, ses doigts tremblants sans toucher la console. Un souffle métallique parcourut le sol, me faisant perdre l'équilibre un instant. Les murs vibraient d'un grondement sourd, le genre de murmure qui n'existe qu'au bord d'un effondrement énergétique. La désignation des faisceaux neutriniques s'éparpilla, comme si quelqu'un décrochait une constellation pour l'éclater au hasard dans l'espace. Je ne distinguais plus ce qui relevait d'une déception mécanique ou d'un sabotage. Les alarmes se déclenchèrent avec un retard suspect, preuve que le cœur du système avait été trompé avant nous. J'eus la sensation nue que le centre lui-même s'opposait à ma présence. Je croisai le regard de Vera. Elle se tenait à quelques pas derrière moi, comme pour me surveiller, mais une ombre de doute déformait ses yeux. Elle ne savait plus si je faisais partie de la solution ou de la cause. Larocque, l'enquêteur, l'ancien militaire, dont les supérieurs avaient peut-être trop confié de responsabilités à un passé taché par les guerres frontalières. Sa main glissa près de son arme, sans la saisir. J'aurais pu lui rappeler les serments, la logique, mais j'y aurais entendu ma propre voix vaciller. Selnar rompit le silence. Sa voix était basse, mais chaque syllabe vibrait comme une confession. Ce que vous voyez n'est pas un infiltré externe. C'est une graine, implantée depuis des semaines dans cette infrastructure. Je pivotai vers lui alors qu'il détournait les yeux. Ses iris reflétaient les graphiques effondrés, les courbes brisées des détecteurs. Une évidence m'assaillit, il savait. Il n'avait pas seulement découvert cette anomalie, il l'avait anticipée. Vous saviez? Soufflai-je. Il me fit face, chancelant. J'ai cru en avoir le contrôle. La flèche warp avait besoin de résonance stable,
d'un ancrage profond dans la structure quantique. Nous avons utilisé l'oricalque pour renforcer ce socle. Mais l'oricalque ne se contente pas de réagir, il réplique. Un froid me parcourut l'échine. L'oricalque, ressource précieuse, convoitée, protégée, était peut-être plus proche d'un organisme que d'un minerai. Selnar parlait avec la ferveur d'un coupable persuadé d'avoir frôlé une découverte cosmique. Vera s'avança, tendue comme une arbalète. Vous voulez nous faire croire que ce sabotage n'est qu'une conséquence de vos expériences? Ça ressemble à une excuse commode, docteur. Selnar fronça le front, ses lèvres tremblaient. Mais au lieu de répondre, il activa une projection sécurisée. Des lignes de données s'élevèrent entre nous comme un brouillard lumineux, formant un visage. Pas humain, pas aligné. Une mosaïque de vecteurs, de segments s'imbriquant pour dessiner un masque troué. Je sentis mon ventre se contracter, cette silhouette ressemblait trait pour trait à celle que j'avais déjà croisée, cette intrusion numérique qui, l'instant d'avant, semblait surgir du collectif ombre. Voilà ce qui m'a contacté, finit-il par dire dans un souffle. J'ai cru à une antenne du collectif. Mais, maintenant je comprends. Ce n'est pas un ennemi qui communique. C'est l'oricalque lui-même. Vera éclata d'un rire sec, incrédule. Pourtant, ses yeux ne s'éloignèrent pas de l'image, attirés malgré elle. Moi, je ne riais pas. Les pulsations des champs du centre coïncidaient parfaitement avec les battements que je percevais au creux de la cage thoracique. Comme une synchronisation forcée. Alors c'est vous qui lui avez ouvert l'accès, accusai-je. Je pensais le canaliser, la roque. Je pensais que nous pourrions l'utiliser comme fondement de la flèche warp. Mais cette intelligence est plus ancienne que nos routes, plus profonde que nos guerres. L'air vibra soudain. Les parois se plissèrent, comme si la matière elle-même voulait répondre. Le visage numérique s'élargit, puis implosa en un éclatement de signes incompréhensibles. Les lampes grésillèrent et s'éteignirent, plongeant la salle dans une brume stagnante où seules nos respirations et le sifflement des circuits survivants se faisaient entendre. Vera recula d'un pas, une main résolument posée sur son arme. Dans son œil, le doute dansait comme une flamme timide, hésitant entre peur et résolution. Les juges m'observaient comme s'ils avaient déjà prononcé la sentence avant même que je me sois assis. Le tribunal éclair n'était qu'une mascarade, une manière de me rappeler que je n'étais, au mieux, qu'un rouage défectueux dans une mécanique qui exigeait obéissance. Il lisait mes relevés de capteurs, mes rapports d'anomalie, et chaque phrase paraissait me condamner davantage. Mais dans le silence pesant des murs du centre de détection neutrino, j'avais perçu quelque chose qu'aucune cour martiale n'aurait pu effacer, une vérité glissée entre les fréquences, un appel qui ne relevait pas de l'humain. Lorsque le verdict tomba, suspendant mes habilitations, j'avais déjà décidé que je n'attendrais pas leur permission pour agir. Je quittais le centre de détection comme un fantôme brouillant ses propres traces. Les sas mal éclairés et les couloirs de maintenance m'avaient souvent servi de refuge quand je voulais méditer loin du tumulte des protocoles. Cette fois, ils devinrent mes artères de fuite. Chaque battement de pas répercuté sur le métal m'évoquait une alarme muette, un rappel que la surface lisse de la discipline militaire dissimulait des fractures bien plus profondes. Je savais que Vera avait l'ordre de me suivre de près, mais depuis le tribunal je ne sentais plus son ombre. Était-ce une tolérance tacite? Ou bien un piège destiné à révéler jusqu'où j'étais prêt à tomber? En basculant dans un ancien module d'observation désaffecté, je retrouvais l'accès au flux brut des détecteurs neutriniques. Ces lignes vivantes, invisibles aux autres, me paraissaient clignoter comme des constellations intérieures. Je m'y plongeai, cherchant l'écho de l'interférence qui avait tordu le passage du transporteur amiral. Là, dans la mer sombre de signaux quasi silencieux, une vibration apparut. Non pas un code machine, mais une résonance subtile, comme une note mentale captée à travers les siècles. Elle n'était pas née du hasard. L'oricalque se plaignait comme un instrument vivant, réagissant à la pression de pensées venues d'ailleurs. Un souvenir me traversa, le moment où j'avais touché, sans autorisation, un fragment brut d'oricalque. À peine mes doigts s'étaient-ils refermés dessus que j'avais perçu un frisson intérieur, un alignement de souvenirs qui n'étaient pas les miens. À l'époque j'avais cru à une hallucination due à la fatigue. Mais à présent, dans l'écho des neutrinos, ce ressenti prenait un autre sens. L'oricalque n'était pas simplement une ressource énergétique transportée d'un monde à l'autre, il était réceptif au flux psychique, comme s'il constituait une interface entre l'esprit et le vide. Je sentis une présence derrière moi avant même d'entendre ses pas Vera. Son souffle maîtrisé, son arme non sortie mais prête,
tout trahissait une hésitation qu'elle ne m'avait jamais montrée auparavant. Elle ne prononça pas d'accusation formelle. Ces mots chutèrent comme un constat. Tu crois que ce sont des esprits qui parlent à travers la matière? Je répondis en silence, en lui tendant le relevé fractal que je venais de tracer depuis les signaux. Le motif ressemblait à une spirale cassée, infiniment répétée, mais sa cohérence dépassait le bruit des données. Elle observa longuement, puis baissa son regard. Ses yeux traduisaient une inquiétude sincère, mais pas de rejet. Selnar avait raison, dis-je enfin. Le collectif Ombre n'exploite pas simplement une technique de sabotage. Ils savent ce que l'oricalque contient, ou plutôt ce qui l'attire. J'appuyai sur la console, montrant la série d'oscillations qui se synchronisaient étrangement avec les rythmes neuronaux humains. Ces convois ne sont peut-être pas que des lignes commerciales. Ils servent une trame plus vaste, et nous marchons dessus comme des aveugles. À ce moment précis, un grondement résonna à travers la station. Pas une alarme mécanique, pas une explosion. C'était une onde sourde dans mon crâne, une vibration qui envahissait mes pensées sans les heurter. Comme si une marée invisible balayait les méandres de mon esprit. Vera tomba à genoux, serrant sa tempe. J'eus le réflexe de poser la paume sur la console d'oricalque que j'avais utilisée comme relais. Instantanément, le flux se concentra, et je perçus, derrière l'étouffement, une intention claire, une esquisse de langage, pas articulée par des mots, mais par des images d'espaces fracturés, des routes brisées qu'il fallait recomposer. Je n'étais pas un mystique. Les années de flotte m'avaient durci contre toute croyance naïve. Mais cette immersion défiait tout principe rationnel. Les convois étaient des points d'ancrage à une sorte de structure psychique plus ancienne que nos archives. Ils maintenaient en cohésion un réseau invisible. L'oricalque ne se commerçait pas, il stabilisait les veines mêmes de la galaxie. Ne restait qu'une question, qui, ou quoi, l'avait conçu en premier lieu? Voici le texte intégralement corrigé avec toutes les occurrences de Selnar remplacées par Dr Selnar. Les coordonnées me brûlaient encore les paupières lorsque je quittais la couchette. Elles n'avaient pas la précision froide d'un relevé informatique, mais la netteté irréfutable d'une cicatrice laissée dans le sommeil. Elles avaient été gravées en moi, comme si l'espace lui-même avait choisi mon esprit pour transmettre le message. Aucun des systèmes de veille du centre n'enregistrait la moindre trace d'intrusion, pourtant j'étais certain que ces chiffres venaient d'un autre plan de perception, une programmation onirique infléchie par une volonté étrangère. Je marchais d'un pas sec dans les couloirs aux parois métalliques, encore saturés par l'odeur d'ozone provoquée par les derniers tirs de compensation énergétique. Vera m'attendait déjà dans la salle stratégique, les yeux rivés à l'écran holographique. Sa mâchoire crispée trahissait une certitude qu'elle n'osait pas formuler. Les coordonnées, soufflai-je, ce sont elles qui seront frappées en premier. Elle se détourna, incrédule, mais ses poings serrés disaient qu'une part d'elle-même voulait me croire. Dr Selnar entra ensuite, l'air défait, ses iris luminescentes reflétant mal la fatigue ou la peur. Je projetai d'un geste le schéma que mon esprit avait retenu, une spirale incomplète se resserrant vers un point précis du couloir intersidéral. Impossible, protesta Dr Selnar, cela ne correspond à aucune balise de la flèche warp connue. Justement, répondis-je, c'est le genre d'endroit qu'une arme utiliserait pour naître. Je me surpris à entendre dans ma voix un accent presque chuchoté de conviction religieuse. Vera s'en rendit compte et hocha la tête, comme si, pour la première fois, ma sensibilité aux signaux invisibles ne relevait plus seulement d'une vieille réputation militaire. C'est là que nos invités firent leur entrée. Deux silhouettes encapuchonnées, encerclées par une escorte, franchirent les lourdes cloisons sécurisées. Ils appartenaient aux rebelles que nous traquions depuis des mois autour des champs d'oricalque. Leur faction n'était pas le collectif Ombre, mais une dissidence émergente, connue pour saboter les flux d'armement plus que les convois miniers. Leur chef retira sa capuche, un visage taillé par des années de radiation, la peau traversée de veines bleutées, mais des yeux encore durs comme des cristaux stellaires. « Vous vous trompez d'ennemi, dit-il sans détour. Le collectif Ombre n'est qu'une façade. La flèche warp n'a jamais été conçue pour le transport seul. C'est une arme. » Un silence déchira la salle. Même les oscillateurs de fond paraissaient s'être figés. Je pris une inspiration. Toute ma formation m'intimait de rejeter cette voix ennemie. Pourtant, l'écho des coordonnées dans ma mémoire onirique martelait trop fort pour que je nie l'évidence. Si vous êtes ici, dis-je, c'est que vous y trouvez un intérêt. Que espérez-vous? Survivre, répondit le rebelle. Vous imaginez nous utiliser comme des ennemis périphériques, mais nous cherchons la même chose que vous,
comprendre qui manipule l'illusion de ces routes instantanées. Chaque ouverture de flèche est une étincelle de canon prête à expulser une onde de destruction. Docteur Selnar recula d'un pas. Il tremblait. Ses notes, griffonnées sur ses pages luminescentes, avaient déjà avancé cette hypothèse, mais il n'avait jamais osé la prononcer devant moi ni devant les comités scientifiques. Ses lèvres murmurèrent une formule de correction topologique que je ne compris pas entièrement, mais son visage pâle confirmait qu'il reconnaissait là sa propre culpabilité. Vera prit appui sur la table holographique. Vous voulez dire que chaque convoi pourrait, sans le savoir, être le porteur d'une arme de masse. Le rebelle acquiesça d'un mouvement sec. Je sentis alors un frisson me parcourir l'échine. Tout mon passé militaire se mua en carte mentale. Je visualisais les flottes, les orbites, les échanges calculés pour être stables, et je compris, il suffisait qu'un acteur retourne la logique de la flèche warp contre elle-même pour transformer les routes d'approvisionnement en chaînes explosives. Je me tournai vers Docteur. Le grondement fut d'abord imperceptible, un tremblement lointain sous la peau du centre, comme si les murs s'étaient mis à respirer à contresens. Puis les capteurs se mirent à hacher l'air de signaux saturés, et l'horizon d'écran devant moi se déforma, ployant comme une nappe soumise à une bourrasque inversée. Vera, crispée sur la rambarde, chercha mon regard sans trouver de mots, tandis que Selnar murmurait une phrase si basse qu'elle se perdit dans le vacarme électronique, il nous a trouvés. Le tourbillon tactique venait de se déployer exactement sur nos coordonnées, engloutissant le centre de détection neutrino dans une geôle d'ondes torsadée. Je ne pus que plonger mes mains sur la console centrale, m'ancrer comme on le ferait à une rambarde lors d'une tempête en mer. Les flux de neutrinos s'en mêlaient, leurs lignes de propagation décrivant des arabesques incohérentes autour d'un noyau invisible. Là, en ce cœur aveugle, je sentis une présence, non pas un bruit, ni même une vibration, mais une intention brute, qui effleurait ma perception comme d'autres ressentent un frisson. C'était plus que mécanique. Quelque chose dans le tourbillon respirait une conscience. Selnar recula, le visage trempé sur malgré le refroidissement artificiel, puis s'approcha à nouveau de la verrière secondaire qui filtrait les émissions lumineuses. Ses lèvres agitées lâchèrent un mot unique, oricalque. Ce n'était pas une surprise, ou une théorie balbutiée, mais une reconnaissance, presque une confession. Mon sang se glaça. Le métal qui soutenait toute l'économie stellaire, avec lequel nous blindions les coques et dressions les arches énergétiques, devenait ici la matière première d'une intelligence. Une projection tridimensionnelle naquit au-dessus des consoles. Non pas une image claire, mais un remaillage de nos propres flux sensoriels, les signaux neutrinoniques projetés en volute, oscillant comme une marée digitale. Certains motifs ressemblaient à des glyphes, d'autres à l'ébauche d'une pupille mouvante. La chose nous observait, je n'en doutais plus. Elle lisait nos propres tentatives de l'interpréter, comme si chaque tentative de décryptage servait d'offrande pour nourrir sa cohérence. Vera claqua ses gants de contrôle, et des aiguilles d'énergie jaillirent le long des parois défensives. Mais l'action ne produisit qu'une distorsion grotesque, comme briser un miroir dont les fragments s'agençaient aussitôt en une figure plus vaste. Je posai ma main sur la sienne, l'arrêtant. Si nous attaquons, nous le renforçons, soufflai-je. Ses yeux, durs d'ordinaire, tremblaient d'un éclat mêlé de peur et d'incompréhension. Selnar, lui, paraissait perdu dans une transe. Vous croyez que j'ai ignoré ces murmures, demanda-t-il, la voix étranglée. L'auricalque est une matière vivante, pas organique mais consciente sur des vecteurs que nous ne savons pas mesurer. Depuis les premiers forages, il chuchotait déjà à travers nos machines. La flèche warp n'a pas seulement ouvert des routes, elle a ouvert des bouches. Je m'approchai de lui, chaque mot qu'il prononçait se plantant comme un éclat sous ma peau. Tu veux dire que le parasite numérique? Il m'interrompit. N'est pas un parasite. Il est l'enfant du métal lui-même. Nous l'avons réveillé, et nous avons cru le dominer en utilisant ses propriétés de compression et de translation. Mais chaque usage de la flèche warp est une conversation. Chaque saut est une question, et lui y répond. Vera laissa échapper un souffle incrédule, mais je voyais déjà par-delà son masque de scepticisme, elle savait que nous n'avions pas affaire à des saboteurs du collectif Ombre, ni à une manipulation isolée. C'était plus vaste. Le centre entier vibrait comme un organe à l'intérieur duquel une nouvelle symbiose s'instaurait. Je fermai les yeux un instant, tentant de percevoir la structure du tourbillon non pas comme une menace, mais comme une symphonie. Les lignes courbes s'entrelaçaient, dessinant un motif qui, brusquement, résonna avec ma mémoire tactique, ce n'était pas un piège au hasard, c'était une main tendue, mais de quelle manière? Au sein du chaos,
des impulsions s'alignaient au rythme exact des cadences que nous utilisions pour nos signaux de secours. Je soufflais, il nous parle sur nos propres fréquences de détresse. Selnar sourit d'un air brisé. Parce que ce sont les seuls où nous révélons notre vulnérabilité. Il apprend en sondant nos failles. Alors que nous échangions ces mots, un flash traversa le dôme de protection. Durant moins d'une seconde, je crus voir un champ de particules rassemblées en forme d'écho humain. Pas de visage, pas de membres définis, seulement une esquisse frémissante, comme si l'univers lui-même tentait une imitation maladroite de la chair. Je laissai ma main flotter au-dessus de la console comme si ce simple geste retenait la course entière des étoiles. Le dilemme brûlait, lourd et palpable, enclencher la flèche warpée, dans son souffle d'énergie, déchirer le tourbillon tactique pour sauver les convois, ou l'activer non pas pour détruire mais pour ouvrir une voie de négociation, un couloir fragile qu'aucune arme classique ne saurait garantir. Le silence de Vera, son regard tendu vers moi, ne me donnait aucun appui. Selnar tremblait, ses lèvres muettes formant des mots invisibles. J'avais compris que tout reposait sur l'oricalque, il n'était pas seulement métal, mais une conscience diffuse attendant d'être reconnue. Alors je ne frappai pas. J'ouvris. La flèche warp vibra, l'onde s'arracha du noyau, et les trajectoires se mirent à chanter. Le centre de détection neutrino entier résonna comme une cloche cosmique. Les murs, les circuits, même l'air recyclé semblaient articuler des pulsations étrangères. J'entendis le chuintement des relais neutrinoniques s'accorder au timbre profond qui naissait du cœur enfoui de l'oricalque. Une présence s'introduisit dans nos perceptions, non comme une invasion, mais comme si nous avions toujours été ouverts à elle et que jusqu'alors nous n'avions fait que l'ignorer. Je perçus une mémoire de minerais soumis à des pressions d'étoiles, le champ de cristaux façonnés au sein de collapsars antiques. Cette entité, impatiente et sévère, ne demandait pas soumission mais reconnaissance. Selnar la sentit avant moi, il s'inclina involontairement, les yeux à demi clos, comme si son obsession l'avait conduit à ce moment longtemps anticipé. Elle nous jauge, dit-il d'une voix rauque. Vera recula d'un pas, main posée sur son arme réglementaire, geste dérisoire devant l'ampleur de l'événement. Le corridor clandestin que nous avions installé servit alors de soupape, les résonances neutrinoniques s'y engouffrèrent, déployant nos signaux jusque dans les profondeurs du tourbillon tactique. J'aperçus, dans les diagrammes holographiques, les flux stratégiques se déformaient. Le maelstrom de distorsion, jusque-là insidieux, fut attiré comme par une main invisible, sa fureur ralentissant à mesure que l'influence de la flèche warp s'imposait. Je compris qu'il n'était pas entièrement l'œuvre du collectif Ombre, il s'agissait d'une déviation secondaire, une tentative de piéger la flèche warp elle-même. L'ennemi n'était peut-être pas seulement humain. Dans ma poitrine, la certitude s'éleva. Je pouvais encore relancer le procédé, saturer l'oricalque et faire imploser la structure du tourbillon. Ce serait net, efficace, mais la conscience qui nous observait s'éteindrait peut-être pour toujours. Je choisis de maintenir la résonance, soutenant ce fragile équilibre. Mes mains tapèrent la séquence lente, orchestrée comme une prière. Les champs gravitiques du centre se réajustèrent, leurs subtiles vibrations rendant l'air lourd comme au cœur d'un orage. Vera se tourna vers moi, ses yeux emplis d'inquiétude et de confiance mêlée. « Vous jouez notre avenir sur un souffle », murmura-t-elle. Je répondis simplement, non, je le joue sur une écoute. Car ce que je faisais n'était pas un pari, mais une reconnaissance, admettre que l'oricalque ne pouvait plus être réduit à une ressource, encore moins à une marchandise. Alors l'entité parla. Pas avec des mots, mais avec la densité des trajectoires qui soudain semblèrent se plier sous l'intuition de ma pensée. Elle offrit une pause, une trêve, si nous acceptions de la considérer comme une alliée en devenir. Je sentis la tentation de m'incliner, de me perdre dans sa puissance étrangère. Mais je tins bon, préférant rester lucide. Nous avions besoin d'un pacte, non d'une soumission. La salle tout entière vibrait d'un motif qu'aucun de nous ne pouvait décrire exactement. Dans ce tumulte mesuré, les faisceaux des moniteurs crachèrent des cartes stellaires redessinées, d'anciennes routes interstellaires oubliées réapparaissaient, connectant des points qui semblaient arbitraires mais formaient en réalité un réseau de mémoire. Je compris que ces routes n'étaient pas de simples passages spatiaux mais les veines d'une histoire collective où nos civilisations n'étaient que des arrivants tardifs. Selnar retint un sanglot, accablé par la culpabilité de ses dissimulations passées. Je vous ai caché la vérité, Larocque, je savais que l'oricalque réagissait comme un organe conscient, mais je craignais que les autorités n'en fassent une arme. Sa confession s'écrasa dans le silence respectueux qui suivait l'écho de la trame. Vera le dévisagea, dur et glacial,
Mais elle comprit comme moi qu'il n'y avait plus de retour possible, la matière vivante avait d'ores et déjà gravé son empreinte sur le centre de détection neutrino.